Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur Python. Aujourd'hui, on va parler des boucles et surtout on va voir comment on peut parfois faire les choses plus simplement et plus efficacement en utilisant des fonctions d'ordre et également des compréhensions. On va voir d'abord un premier exemple pour montrer comment on peut mapper sur des données. Imaginez que on souhaite obtenir des doubles par rapport à une suite de nombres. On va montrer dans un premier temps un exemple avec une boucle, et ensuite on verra comment on peut faire la même chose en utilisant des fonctions d'ordre et des compréhensions. Pour l'exemple avec la boucle, on va commencer par définir une liste vide dans laquelle on va mettre au fur et à mesure les doubles. Ensuite, on va créer notre boucle. On va boucler sur tous les n qui se trouvent dans une rangée de nombres entre 1 et 5. Et à chaque itération, on va prendre la liste et on va rajouter n multiplié par 2. On affiche le résultat dans le terminal et on obtient bien une liste avec à l'intérieur, chaque fois, les doubles que l'on a obtenus par rapport à notre rangée de nombres de départ. Ça, c'est pour l'exemple avec la boucle. Maintenant, on va pouvoir faire exactement la même chose en utilisant une fonction d'ordre. Ici, en l'occurrence, on pourrait utiliser la fonction map. Et on remarque que, en premier paramètre, on attend une fonction. Une fonction qui va nous servir pour le mapping. Dans notre exemple, on souhaite à chaque fois doubler des nombres. Alors on va définir une fonction qui permet justement de doubler un nombre. En paramètre, on passe un nombre n et on va retourner n multiplié par 2. Et comme ça, on a bien créé notre fonction que l'on peut passer en premier argument de la fonction map. Ensuite, en deuxième argument, on attend un itérable à partir duquel on va mapper les données. Alors on va reprendre le même itérable que l'on avait utilisé dans la boucle, c'est-à-dire une rangée de nombres entre 1 et 5. On va venir stocker le résultat dans une variable, et à nouveau on va afficher le résultat dans le terminal. Et on voit que on obtient un objet un peu particulier, un objet map. Il s'agit d'un itérateur, alors on reparlera peut-être des itérateurs dans une autre vidéo de la série. Mais sachez que dans ce cas, on peut convertir cet itérateur en une liste. Alors on va venir caster le résultat de ce qui est retourné par la fonction map en une liste. On exécute à nouveau le script et on obtient la même liste que précédemment. Donc on a obtenu comme ça exactement le même résultat qu'avec la boucle, sauf que cette fois-ci c'est beaucoup plus court et beaucoup plus lisible. Et enfin on pourrait faire exactement la même chose en utilisant une compréhension de liste. Alors on va commencer par ouvrir des crochets, en signifiant par là que, en définitive, on souhaite obtenir une liste. Et on va mettre ce que l'on souhaite obtenir à chaque itération. On reprend la fonction double, et on va venir doubler un nombre n, et on va faire ça pour tous les n qui se trouvent dans la rangée de nombres entre 1 et 5. On affiche le résultat dans le terminal, et on obtient toujours la même liste. À nouveau, ici, on a une syntaxe qui est beaucoup plus courte et beaucoup plus lisible qu'avec la boucle. Alors pour bien se familiariser avec ces deux concepts de fonction d'ordre et de compréhension, on va voir un autre exemple. Cette fois-ci, on va obtenir les carrés d'une suite de nombres.
Et pour changer, on va utiliser un autre itérable. Dans ce premier exemple, on avait utilisé une rangée de nombres. Cette fois-ci, on va utiliser une liste. Et on va d'abord revoir le premier exemple avec la boucle. Ensuite, on fera l'exemple avec la fonction d'ordre. Et ensuite, avec la compréhension. Pour la boucle, comme précédemment, on va commencer par définir une liste vide. Et on va venir boucler sur tous les n qui se trouvent dans notre liste. Et à chaque itération, on va prendre la liste et on va rajouter n multiplié par n pour obtenir le carré. On exécute le script et on a bien notre liste avec les carrés à l'intérieur. On va maintenant faire la même chose avec la fonction map. Alors ici, on attend bien toujours en premier paramètre une fonction. Cette fois-ci, au lieu de définir une fonction comme on l'a fait plus haut avec la fonction double, on pourrait plutôt utiliser une fonction anonyme, une fonction lambda, donc jetable, qui va nous servir uniquement comme premier argument de la fonction map. Alors on avait déjà parlé des fonctions lambda dans la vidéo sur les fonctions, et je mettrai d'ailleurs le lien vers cette vidéo si ça vous intéresse. Toujours est-il que ici on va utiliser une fonction lambda avec un paramètre n, et dans cette fonction, ce que l'on va faire, c'est multiplier n par lui-même. Et en deuxième paramètre, on attend toujours un itérable. On va passer notre liste de départ. On va caster directement le résultat obtenu par la fonction map dans une liste. Et on va venir stocker le résultat dans une variable. On exécute le script et on obtient la même chose qu'avec la boucle. Et enfin, dernier exemple avec la compréhension de liste. Ici, simplement, on peut mettre notre expression n multiplié par n, et on va faire ça pour tous les n qui se trouvent dans la liste de départ. On exécute le script et on obtient à nouveau le même résultat. On continue avec les fonctions d'ordre supérieur et les compréhensions. Et cette fois-ci, on va s'attarder sur un autre cas de figure, les filtres. Alors je vais commencer par coller une nouvelle liste avec des prix, et on va essayer de filtrer cette liste pour récupérer uniquement les prix qui sont inférieurs ou égaux à 60. Alors comment peut-on faire les choses avec une boucle? Eh bien, comme précédemment, on va d'abord définir une liste vide. Ensuite, on va venir boucler sur la liste des prix. Et à chaque itération de la boucle, on va rajouter une condition pour vérifier si le prix sur lequel on est en train d'itérer est inférieur ou égal à 60. Si c'est le cas, on va pouvoir rajouter ce prix dans notre nouvelle liste. On va afficher la liste filtrée dans le terminal et on obtient bien une liste avec à l'intérieur uniquement les prix qui sont inférieurs ou égaux à 60. On va pouvoir faire la même chose avec une fonction d'ordre, c'est la fonction filter, qui va fonctionner à peu près de la même manière que la fonction map. En premier paramètre, on attend donc une fonction. Alors on va passer une fonction lambda avec un paramètre p, et on va retourner cette expression qui va nous permettre de vérifier si le paramètre p est inférieur ou égal à 60. Donc on retourne un booléen qui va nous permettre d'effectuer le filtre. Et en deuxième paramètre de la fonction filter, comme pour la fonction map, on passe
notre itérable, c'est-à-dire la liste que l'on souhaite filtrer. On va venir caster le résultat obtenu par la fonction filter dans une liste et on va stocker le résultat dans une variable. On exécute le script et on obtient à nouveau notre liste qui a été correctement filtrée. Et on va pouvoir faire la même chose avec une compréhension de liste. On ouvre des crochets, on va venir récupérer les prix P par rapport à notre liste de prix, sauf que à la fin, on va rajouter une condition. On va récupérer uniquement les prix P si ils sont inférieurs ou égaux à 60. On exécute le script et on obtient toujours la même liste. Alors on pourrait imaginer une compréhension de liste un peu plus compliquée avec, dans le cas des filtres, à la fois une condition if, mais également une condition else. On va venir récupérer le prix P si il est inférieur ou égal à 60. Autrement, on va mettre dans la liste une chaîne de caractères trop cher. Et on va faire ça pour tous les prix P qui se trouvent dans notre liste de prix. Et on obtient bien une liste avec, dans les cas où le prix est supérieur à 60, on obtient trop cher, et autrement, on obtient le prix. Dans ce cas, on a donc une compréhension qui est un peu plus compliquée, et notez bien la différence de syntaxe. Lorsque on va avoir à la fois une condition if et une condition else, les deux conditions viennent se placer ici. Alors que lorsque on a uniquement une condition if, elle vient se placer à la fin. Autre cas de figure, imaginez cette fois-ci que on ait une liste et que l'on souhaite vérifier si on a à l'intérieur de cette liste des températures positives. Alors on pourrait faire ça avec une boucle. On va d'abord définir une variable que l'on va fixer dans un premier temps à false. Ensuite, on va venir boucler sur la liste de températures et à chaque itération, on va vérifier si l'itération courante est supérieure à 0. Si c'est le cas, on va pouvoir changer la valeur de notre variable et la passer à true. Et donc à ce stade, on a bien trouvé au moins une valeur dans la liste qui est positive. Comme on a trouvé déjà une valeur positive, on peut sortir de la boucle en utilisant le mot-clé break. On n'a pas besoin d'aller plus loin dans la boucle puisqu'on a déjà trouvé au moins une itération qui satisfait l'exigence. On exécute le script et on obtient bien true, puisque dans notre liste, on a effectivement au moins une valeur positive. Et on va pouvoir faire la même chose avec une fonction d'ordre, c'est la fonction any. Ici, on va renseigner une expression, on va aller regarder si la température est supérieure à 0 pour chaque température de notre liste. On a une expression qui correspond à un générateur. Alors on reparlera peut-être des générateurs dans une autre vidéo de la série. Mais en tout cas, on comprend bien ce qui se passe avec cette fonction any qui va retourner true si on a au moins une température qui est supérieure à 0 dans notre liste de températures.
Alors on pourrait imaginer un autre scénario un peu plus concret avec un mot de passe et on pourrait vérifier si dans ce mot de passe, on a au moins une lettre majuscule. On va pouvoir le faire puisque ici on a une chaîne de caractères et les chaînes de caractères sont des itérables. On peut tout à fait boucler sur une chaîne de caractères. Alors on va utiliser la fonction any et on va aller regarder si on a au moins un caractère qui est en majuscule. On se rappelle, on avait vu dans la vidéo sur les chaînes de caractères la fonction isUpper qui retourne true lorsque on a un caractère qui est en majuscule. Et on va faire ça pour tous les caractères de notre mot de passe. On exécute le script et on obtient bien true puisque dans notre mot de passe, on a effectivement un caractère en majuscule. Si on met le caractère en minuscule, cette fois-ci on obtient false. Alors on va remettre le caractère en majuscule et on pourrait faire une deuxième vérification pour vérifier si on a au moins un nombre. On utilise cette fois-ci la fonction isDigit que l'on avait vu également dans la vidéo sur les chaînes de caractères et on fait ça pour chaque caractère de notre mot de passe. Et on pourrait faire un dernier check pour vérifier cette fois-ci si on a un caractère spécial. Alors pour ça, on va venir importer string. On utilise toujours la fonction d'ordre any et on va aller regarder si on a un caractère qui est inclus dans la liste des caractères spéciaux. Et on va faire ça toujours pour chaque caractère de notre mot de passe. Et on obtient bien toujours true puisque dans notre mot de passe, on a un point d'exclamation. Si on retire le point d'exclamation, on obtient false. On continue avec un autre scénario qui va être l'inverse du scénario précédent. Imaginez que cette fois-ci, on ait une liste et que l'on souhaite vérifier que tous les éléments de la liste sont bien positifs. On va pouvoir faire ça avec une boucle. Alors, comme il s'agit du scénario inverse par rapport au précédent, on va commencer par initialiser une variable à true. Ensuite, on va venir boucler sur la liste de nombres. Et à nouveau, à l'intérieur de la boucle, on va rajouter une condition. Et si on a une valeur dans la liste qui est inférieure ou égale à 0, on va pouvoir modifier la valeur de notre variable et la passer à false. Et comme précédemment, on peut rajouter également le mot-clé break pour sortir de la boucle. On n'a pas besoin d'aller à l'itération suivante, puisque on a déjà une valeur dans la liste qui vient réfuter la condition. On exécute le script et on obtient bien true puisque toutes les valeurs de la liste sont bien positives. Par contre, si on rajoute un symbole moins dans la liste, cette fois-ci on obtient false. Et on va pouvoir faire la même chose avec une fonction d'ordre, c'est la fonction all. À nouveau ici, on va passer un générateur et on va venir regarder si tous les nombres de notre liste de nombres sont bien supérieurs à 0. On va stocker le résultat dans une variable et à nouveau on va afficher la variable dans le terminal. Et on obtient bien false puisque on a une valeur négative dans la liste.
On va montrer maintenant un cas d'utilisation un peu plus concret avec un utilisateur. Il s'agit d'un dictionnaire et on va vouloir valider cet utilisateur. Alors pour ça, on va créer une fonction. En paramètre, on va passer un utilisateur et cette fonction va retourner un booléen puisque on va utiliser la fonction all. À l'intérieur de la fonction all, on passe un itérable. Alors jusqu'alors, on avait passé des générateurs qui sont bien des itérables. Cette fois-ci, on va passer une liste. À l'intérieur de cette liste, on va avoir des booléens. Et si tous les booléens de cette liste sont true, la fonction all va retourner true. Par contre, s'il y a un des booléens de la liste qui est false, la fonction all va retourner false. Alors ici, on va faire des vérifications pour chaque clé de notre dictionnaire. On va d'abord vérifier si la valeur associée à la clé username est bien une chaîne de caractères. Et on va s'assurer également qu'il ne s'agit pas d'une chaîne de caractères vide. Ici, on vient utiliser la fonction strip, dont on avait parlé également dans la vidéo sur les chaînes de caractères, pour enlever tous les espaces et les sauts de ligne superflus qu'il pourrait y avoir dans notre chaîne de caractères. Et surtout, on va s'assurer que il ne s'agit pas d'une chaîne de caractères vide. Et comme ça, on valide la première clé. Ensuite, on va faire la même chose pour la deuxième clé. À nouveau, on vient vérifier que la valeur associée à la clé email est bien une chaîne de caractères. Et surtout, on va vérifier également qu'on a bien le symbole arrobase à l'intérieur de la chaîne de caractères. Et enfin, on va valider notre dernière clé. Cette fois-ci, on va vérifier qu'il s'agit bien d'une valeur qui correspond à un nombre. Et on va s'assurer également qu'il s'agit d'un nombre positif pour l'âge. On va pouvoir tester notre fonction. Et ici, on vient renseigner notre dictionnaire. Et on obtient bien true. Par contre, si on passe par exemple la valeur pour la clé âge avec une valeur négative, on obtient false. On continue avec les fonctions d'ordre. Et cette fois-ci, on va parler de quelque chose dont on a déjà parlé dans la vidéo sur les listes. On a effectivement des fonctions d'ordre qui vont nous permettre de trier des itérables. Alors dans ce cas, on ne va pas forcément voir l'exemple avec la boucle. Il est possible de trier des itérables en utilisant des boucles, mais on a affaire à des algorithmes un peu plus compliqués. Et comme on a déjà à disposition des fonctions d'ordre qui vont nous permettre d'obtenir le même type de résultat, on va venir utiliser directement ces fonctions. On a une première fonction, c'est la fonction sorted, qui va nous permettre ici de trier notre liste de notes. On exécute le script et on obtient bien une nouvelle liste qui a été ordonnée de manière ascendante avec d'abord les plus petites notes et ensuite on va vers les notes les plus hautes. Alors il est possible d'inverser l'ordre en utilisant l'argument reverse que l'on vient passer à true. On exécute le script et cette fois-ci, on obtient une nouvelle liste qui a été ordonnée
de manière descendante, avec d'abord les notes les plus hautes en premier. Alors notez que lorsque on utilise la fonction sorted, on vient créer une copie de la liste de départ et c'est cette copie qui est ordonnée. Et donc la liste de départ reste intacte puisque on a modifié seulement la copie qui a été retournée par la fonction sorted. Si on souhaite modifier directement la liste de départ, on peut utiliser la fonction sort que l'on vient appliquer sur la liste. Et cette fois-ci, ça va modifier la liste de départ. Alors ensuite, on va voir un deuxième exemple, un peu plus compliqué. Cette fois-ci, on a une liste d'étudiants et chaque étudiant est représenté par un tuple. On a au niveau du premier index, de la première valeur du tuple, le prénom de l'étudiant, et au niveau de la deuxième valeur, on a la note. Alors dans ce cas, il va falloir définir une clé à partir de laquelle on va pouvoir ordonner notre liste. Pour définir la clé, on va utiliser une fonction lambda. On va prendre un paramètre et pour chaque étudiant, on va vouloir récupérer la deuxième valeur qui correspond à la note. On va venir chercher la valeur qui est à l'index 1 pour chaque tuple. Et c'est à partir de cette clé que l'on va ordonner notre liste. Et maintenant, comme précédemment, on peut utiliser la fonction sorted. On vient passer la liste que l'on souhaite ordonner. Et on va rajouter un deuxième argument qui va correspondre à la clé. Et on va pouvoir passer notre fonction. On exécute le script et on obtient bien le résultat attendu. On a notre liste de tuples qui a été ordonnée en fonction des notes qui se trouvent à l'index 1 de chaque tuple. Alors on pourrait faire la même chose également si on souhaite modifier directement la liste de départ en utilisant la fonction sort sur la liste. Et ici on peut renseigner la clé. Et dans ce cas, on va venir modifier la liste de départ. Alors ensuite, on va voir un dernier exemple. Et cette fois-ci, on va utiliser une classe. Alors on n'a pas encore vu à quoi correspondent les classes, on le fera dans une vidéo ultérieure. Sachez simplement que les classes sont juste des modèles qui vont permettre de créer des objets. Ici, on va avoir une classe employé qui va nous permettre de créer des objets employés. En général, lorsque on a une classe, on utilise très souvent une première méthode associée à la classe. C'est la méthode init qui va être un constructeur. Elle va donc être déclenchée, cette méthode init, à chaque fois que on va venir créer des objets employés. Par exemple, on va créer 3 objets employés. Et à chaque fois que l'on crée ces objets, E1, E2 et E3, on vient déclencher cette méthode init qui est le constructeur. Dans cette méthode, on passe toujours un premier paramètre, self, qui correspond à l'instance de la classe. Donc par exemple, dans le cas de E1, self correspond à E1, dans le cas de E2, self correspond à E2, dans le cas de E3, self correspond à E3. Et ensuite, dans le constructeur, on va pouvoir passer des propriétés qui vont caractériser nos objets. Alors pour les employés, on va avoir à chaque fois un nom et un âge.
Dans le constructeur, on va pouvoir passer en argument un nom et un âge. Et on va faire ça pour tous nos objets, comme ceci. Et l'idée ici, dans le constructeur, ça va être simplement d'assigner les propriétés aux instances de la classe. Alors, comme on a dit que self représentait l'instance de la classe, eh bien, on peut lui définir une propriété name, et on va venir lui assigner la valeur qui a été passée dans le constructeur. Et on va faire la même chose pour l'âge. Et voilà comment on peut créer des objets employés. Alors ensuite, on va venir mettre ces objets dans une liste, et on va essayer d'ordonner cette liste. On utilise à nouveau la fonction sorted, on passe notre liste, et ici il faut définir une clé. Alors on va utiliser à nouveau une fonction lambda. En paramètre, on va prendre un employé, et on va venir ordonner la liste en fonction de l'âge des employés. Alors on va venir chercher la propriété âge pour chaque employé. Et on pourrait rajouter, par exemple, une clé reverse pour ordonner les choses de manière descendante. On exécute le script, et ici on obtient bien une liste avec normalement nos objets qui ont été ordonnés, sauf que effectivement c'est pas très lisible pour le développeur, puisque lorsque on essaye d'afficher nos objets, on a simplement la localisation dans la mémoire de ces objets. Alors on pourrait rajouter une autre méthode dans notre classe employé qui va nous permettre de fournir une représentation beaucoup plus lisible pour le développeur des objets. Au niveau de cette représentation, on va simplement utiliser une chaîne de caractères. Et ici, on va venir indiquer, lorsque on va vouloir afficher nos objets, eh bien, le nom, et ensuite l'âge. Et comme ça, on a une représentation beaucoup plus lisible avec une chaîne de caractères de nos objets. On exécute à nouveau le script, et voilà la liste que l'on obtient, et on remarque que, effectivement, nos objets ont bien été ordonnés de manière descendante en fonction de leur âge. Alors on pourrait obtenir le même genre de résultat avec une autre manière de faire. Ici, on va venir importer attribute getter à partir de opérateur. À nouveau, ici, on va pouvoir ordonner la liste d'employés. Et au niveau de la clé, au lieu d'utiliser une fonction lambda, on va venir utiliser attribute getter et on va venir chercher l'âge. Et à nouveau, on pourrait renseigner l'argument reverse que l'on passe à true. On exécute à nouveau le script et on obtient le même résultat. On continue et cette fois-ci, on va venir parler de la fonction reduce. On a ici une liste de prix. Il pourrait être intéressant de réduire cette liste de prix, de la condenser en une valeur unique qui pourrait représenter cette liste. Alors par exemple, une valeur unique qui pourrait représenter cette liste, ça pourrait être la somme. Et on pourrait faire ça très simplement. On a une fonction somme, une fonction globale, qui va permettre de faire la somme d'une liste. On exécute le script, et on obtient bien la somme.
Et donc on a un chiffre qui vient réduire, qui vient résumer toutes les valeurs de la liste. Mais maintenant, imaginez que on souhaite obtenir un autre type de résultat, par exemple le produit. Eh bien, pour obtenir le produit, qui sera également un chiffre qui vient résumer la liste, on pourrait utiliser le module math. On a une fonction prod qui permet d'effectuer le produit, et donc on va venir multiplier tous les nombres de la liste entre eux, et à nouveau on va obtenir une valeur qui va condenser, qui va résumer les valeurs de la liste. Toutes ces opérations, on pourrait les faire avec une fonction d'ordre spéciale qui est la fonction reduce. Alors la fonction reduce, il faut l'importer à partir de functools. Et on va refaire ici la somme et le produit. On utilise donc notre fonction d'ordre reduce. Et en premier paramètre, on a une fonction qui va prendre deux paramètres. D'abord l'accumulateur et ensuite la valeur courante. Et à chaque itération, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir rajouter la valeur courante à l'accumulateur. Donc dans le cas d'une somme, on prend notre accumulateur et à chaque itération, on vient rajouter la valeur courante, la valeur sur laquelle on est en train d'itérer. Ensuite, on va passer l'itérable que l'on souhaite réduire, ici en l'occurrence la liste de prix, et en dernier argument, on va venir passer la valeur initiale de l'accumulateur. Alors nous, dans le cas de la somme, on va commencer à 0, et au fur et à mesure, à chaque itération, on va rajouter à cet accumulateur qui commence à 0, eh bien, chacun des nombres de la liste de prix. Et comme ça, on devrait obtenir à nouveau une somme. Et on obtient bien 432. Si on souhaite faire le produit, eh bien à nouveau on va avoir une fonction avec un accumulateur et à chaque fois la valeur courante, et on va venir multiplier l'accumulateur par la valeur courante. On va toujours faire ça sur notre liste de prix. Et ici, au niveau de la valeur initiale pour l'accumulateur, on va commencer à partir de 1 pour faire le produit. On exécute le script et on obtient bien exactement le même produit que l'on avait obtenu avec la fonction prod du module math. Vous voyez qu'avec cette fonction reduce, on va pouvoir faire tout ce genre d'opérations. Et surtout, on va pouvoir faire aussi des opérations plus compliquées que l'on ne pourrait pas faire directement avec la fonction somme ou la fonction prod. Alors on va voir tout de suite un exemple légèrement plus compliqué avec ici une liste, et à l'intérieur de cette liste, on a un panier avec différents objets. Ici, on va souhaiter calculer le total de notre panier. Sauf que on a une opération un peu plus compliquée. Pour calculer le total, à chaque fois, il va falloir multiplier la quantité par le prix pour chaque produit. Alors on va commencer par définir une fonction qui va nous permettre de calculer le prix pour un seul produit du panier. Et ici, simplement, on va venir multiplier le prix par la quantité. Et maintenant, on va pouvoir faire le total de notre panier en utilisant la fonction reduce. On a d'abord la fonction lambda avec l'accumulateur
et la valeur courante. Alors ici, pour la valeur courante, on pourrait mettre produit, puisque chaque itération correspond bien à un produit. Et à chaque fois, on va venir rajouter à l'accumulateur, eh bien, le total pour un produit. Donc on utilise la fonction que l'on a créée plus haut, qui va multiplier la quantité par le prix de l'itération courante, et on vient rajouter ça à l'accumulateur. On va faire ça sur notre liste qui correspond au panier, et au niveau de la valeur initiale pour l'accumulateur, comme on est sur une somme, on peut commencer à 0. On exécute le script, et on obtient bien le total de notre panier. Vous voyez que la fonction reduce va être particulièrement utile lorsque on va devoir réduire, condenser des listes qui vont être un peu plus compliquées que des listes simplement avec des nombres comme ici. On continue avec quelque chose dont on avait déjà parlé également dans une autre vidéo. Il s'agit de enumerate, qui n'est pas véritablement une fonction d'ordre, mais qui va être très pratique lorsque on va créer des boucles. Alors c'est important de revoir comment ça fonctionne. Ici, par exemple, on a une liste de noms d'utilisateurs. Alors pour boucler sur cette liste, on sait qu'on peut utiliser cette syntaxe. On vient boucler sur les noms d'utilisateurs, et on pourrait afficher ici dans une chaîne de caractères, par exemple, à chaque fois le nom de l'utilisateur. Mais dans certains scénarios, ça peut être utile d'avoir également, pour chaque itération, un index. Alors pour ça, on utilise enumerate, et on vient passer à l'intérieur notre liste, et comme ça, on va avoir accès à l'intérieur de la boucle également aux index. Alors par exemple, ici, on pourrait créer des identifiants pour nos utilisateurs. Et ici, il faut bien rajouter +1 puisque les index vont commencer à partir de 0. On exécute le script, et voilà ce que l'on obtient. C'est important de bien garder ça en tête pour les boucles lorsque l'on souhaite récupérer les index. Ensuite, on va voir également autre chose dont on avait déjà parlé dans la vidéo sur les conteneurs, c'est la fonction zip qui va permettre de créer des paires à partir de plusieurs listes. Alors par exemple, ici, on va pouvoir apparier 2 à 2 le mot de passe et l'email. Pour ça, on utilise la fonction zip, et on vient renseigner nos deux listes. On devrait récupérer un objet zip que l'on va pouvoir caster dans une liste. Et on va afficher notre nouvelle liste dans le terminal. Et on voit que effectivement, on obtient à chaque fois des tuples, et on est venu apparier 2 à 2 le mot de passe et l'email. Alors on pourrait utiliser ça dans une boucle par exemple. On va boucler sur la liste de tuples, et à chaque fois on va venir afficher le mot de passe qui se trouve à l'index 0 dans le tuple, et ensuite on va afficher l'email. Alors notez également que on va pouvoir créer des dictionnaires en utilisant également la fonction zip. Imaginez par exemple que l'on ait deux listes, une liste avec les clés et une autre avec les valeurs. Et bien dans ce cas, si on souhaite créer un dictionnaire, on utilise toujours la fonction zip, on vient passer nos deux listes
à partir desquels on souhaite créer les paires. Et sauf que ici, on va venir caster le résultat dans un dictionnaire. On exécute le script et on obtient bien notre dictionnaire qui représente un utilisateur. Alors ensuite, on va voir un exemple assez similaire. Ici, on a à chaque fois une seule combinaison, mais imaginez que l'on souhaite récupérer toutes les combinaisons possibles, par exemple entre les mots de passe et les emails. C'est ce qu'on appelle un produit cartésien, et on pourrait faire ça avec, par exemple, de la nourriture et des boissons pour créer différents menus. On va souhaiter récupérer toutes les combinaisons possibles entre chaque nourriture et chaque boisson. Et ça va nous permettre d'introduire les boucles imbriquées. Donc si on souhaite récupérer tous les menus possibles, on va d'abord créer une liste vide et on va boucler d'abord sur la liste de nourriture et ensuite on va boucler sur la liste de boissons. On a une structure de boucle imbriquée et à chaque fois dans la liste, on va venir rajouter un tuple avec une association de nourriture et de boissons. On exécute le script et on obtient bien une liste avec toutes les combinaisons possibles. Alors notez que on pourrait faire la même chose en utilisant IterTools. On a une classe product qui va permettre justement d'effectuer le produit cartésien. Et ici, on peut passer directement la liste de nourriture et la liste de boissons. À nouveau, il va falloir caster le résultat dans une liste. Et donc cette fonction product, elle va faire à peu près la même chose que la fonction zip, sauf que ici, on va avoir toutes les combinaisons possibles. Et enfin, on pourrait également faire la même chose avec une compréhension de liste. À chaque fois, on va vouloir récupérer un tuple avec un couple de nourriture-boisson, et on va faire ça pour toutes les nourritures de la liste et pour toutes les boissons dans la liste de boissons. Et on devrait obtenir le même résultat. Alors pour terminer sur ce sujet, on va voir qu'on peut également effectuer des compréhensions avec d'autres itérables que les listes. On va pouvoir par exemple faire des compréhensions avec des ensembles. Ici par exemple, on a une liste avec des nombres et on remarque que dans cette liste, on a parfois plusieurs fois la même valeur. Alors on va pouvoir créer un ensemble à partir de cette liste. Les ensembles, je le rappelle, ce sont des collections de valeurs uniques, et donc comme ça on va se débarrasser des doublons. Et on va transformer la liste de départ avec une compréhension pour récupérer par exemple les carrés, et on va vouloir uniquement les carrés des nombres pairs. Alors pour ça, on va utiliser une compréhension, sauf que cette fois-ci, on va utiliser une compréhension d'ensemble. Alors au lieu d'utiliser des crochets, on utilise des accolades. Et chaque fois, on va vouloir récupérer le carré. On va faire ça pour tous les nombres de notre liste de nombres. Et on souhaite récupérer uniquement les carrés des nombres pairs. Alors pour ça, on va filtrer
en utilisant une condition. Et ici, on va aller vérifier que le résultat de la division par 2 pour le nombre sur lequel on est en train d'itérer est bien égal à 0. Notre nombre modulo 2 vaut 0, cela veut dire que on a affaire à un nombre pair. Et ici, on va pouvoir afficher notre ensemble. On a bien affaire ici à un ensemble, on n'a aucun doublon. On récupère bien les carrés, et on a uniquement les carrés des nombres pairs. On va pouvoir également faire des compréhensions avec des dictionnaires. Par exemple, ici, on a un dictionnaire avec à chaque fois des clés-valeurs pour des villes associées à des températures. Et on pourrait, par exemple, créer un nouveau dictionnaire avec les températures, cette fois-ci, en Fahrenheit. Alors, on va utiliser une compréhension de dictionnaire. Chaque fois, on va reprendre la clé qui correspond à la ville, et sauf que on va venir transformer la valeur. Alors, pour obtenir la valeur en Fahrenheit, à partir des degrés Celsius, il va falloir multiplier par 9 cinquièmes, et on va rajouter 32. On va venir arrondir le résultat pour éviter d'avoir des chiffres à virgule trop longs. Et on va faire ça pour toutes les clés valeurs de notre dictionnaire. Alors on n'oublie pas que lorsque on souhaite boucler sur les dictionnaires, on peut utiliser la fonction items qui va permettre de récupérer justement des tuples avec les clés valeurs. Et comme ça, on devrait obtenir un nouveau dictionnaire avec cette fois-ci les températures en degrés Fahrenheit. Alors on va voir un autre exemple avec cette fois-ci un filtre. On a un dictionnaire avec à nouveau au niveau des clés les villes, et associé à chacune des clés, on a une valeur qui correspond à la météo. Et on va vouloir récupérer uniquement les météos ensoleillées dans un nouveau dictionnaire. Alors à nouveau ici, on va récupérer à chaque fois les clés valeurs. On va faire ça pour toutes les clés valeurs de notre dictionnaire de départ. On utilise bien la fonction items pour récupérer les clés valeurs. Et ici, dans la compréhension, on rajoute bien la condition pour le filtre. On va s'assurer que la valeur est bien égale à ensoleillé. On exécute le script et on obtient bien un dictionnaire. Sauf que ici, on a juste les villes pour lesquelles la température correspond bien à ensoleillé. Alors on pourrait faire quelque chose d'un peu plus compliqué en récupérant les météos. On va repartir de notre dictionnaire de départ pour lequel on associait une température à chaque ville. Et sauf que ici, on va rajouter une condition if et une condition else en fonction des valeurs des températures. À chaque fois, on va venir associer à la clé. Eh bien, soit on va mettre chaud si la valeur est supérieure ou égale à 20, autrement on va mettre froid. Et on va faire ça pour toutes les clés valeurs qui sont dans notre dictionnaire de départ avec les températures en degrés, et on récupère à chaque fois les clés valeurs avec la fonction items.
Et on a bien comme ça réussi à transformer notre dictionnaire de départ. À la place des températures, on est venu associer soit froid ou chaud en fonction de la valeur de la température. Alors si on souhaite faire quelque chose de plus compliqué avec, on pourrait ici définir une fonction pour assigner des valeurs différentes en fonction de la température. On va dire que si la température est supérieure à 30, on va retourner chaud. Autrement, si on a une température comprise entre 20 et 25, on va retourner beau temps. Et autrement, on va retourner froid. Et on va pouvoir créer un nouveau dictionnaire en utilisant à nouveau une compréhension. À chaque clé, on va venir associer une valeur. Et pour la valeur, on va utiliser la fonction que l'on a créée juste au-dessus. En argument, on passe la valeur du dictionnaire de départ. Et on va faire ça pour toutes les clés valeurs du dictionnaire de départ. On exécute le script. Et cette fois-ci, on obtient bien soit froid, soit beau temps, ou bien chaud. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les boucles, sur les fonctions d'ordre et également les compréhensions. Alors ça a été une vidéo assez longue, mais j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur Python.